Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la fiscalité environnementale sous un angle économique. L'objectif est de regarder s'il est possible de combiner efficacité de cette fiscalité environnementale pour orienter les comportements dans une optique plus écologique et efficacité des entreprises, efficacité du développement économique et compétitivité des entreprises. Les deux objectifs sont-ils conciliables, oui ou non? Et s'ils le sont, comment faut-il faire pour atteindre cet objectif? Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Comme vous le savez, l'Institut Friedland a comme objectif de rassembler une communauté de personnes, chefs d'entreprise, responsables d'entreprise, chercheurs, économistes, qui veulent réfléchir ensemble aux questions de développement économique et de développement des entreprises. C'est vraiment notre mission. C'est ce que nous faisons ce matin en travaillant sur ce sujet de la fiscalité environnementale, qui est un sujet qui évidemment pourrait paraître dans une toute première lecture comme un sujet de militants écologistes, mais qui a également une dimension économique forte. Et évidemment, compte tenu de notre mission, nous allons prendre l'angle économique du sujet pour se poser la question tout simplement de la façon dont on peut combiner une fiscalité environnementale efficace, il y a des objectifs que l'on connaît et qui sont forts, qui sont importants, et, de façon tout aussi importante, le développement et la compétitivité des entreprises. Est-ce que c'est une équation qui peut être résolue ou est-ce que c'est une équation insoluble? Et ça, c'est la question que l'on veut se poser. Alors, je ne vais pas déflorer ce que nos intervenants vont exposer par la suite. Je vais juste poser 2 ou 3 ingrédients à notre débat. Les ingrédients, ils tiennent, de mon point de vue, dans 4 chiffres. Les 4 chiffres, c'est que la fiscalité environnementale en France, c'est 4,47% des prélèvements obligatoires. En Europe, c'est 6,35%. Ah, tiens, c'est plus important en moyenne en Europe qu'en France. Et puis l'Union européenne nous a dit, l'objectif c'est 10%. 10, comme je ne sais pas compter, je vais dire que c'est 2 fois 4,47. Donc la fiscalité environnementale française a vocation à doubler en poids. Ça, c'est la tendance, ce sont nos ingrédients de base du raisonnement qu'on va tenir ce matin. Et puis parallèlement, nous sommes en France, il y a 70 taxes environnementales différentes. Certainement pas rentrer dans le détail maintenant, il y a fort à parier que 70 taxes différentes, elles ne sont pas forcément toutes cohérentes, compatibles et efficaces. Donc est-ce qu'on a un sujet de cohérence de ces 70 taxes? Ça sont nos ingrédients de base. L'objectif est donc double, efficacité environnementale et performance économique. Pour aborder ce sujet avec nous ce matin, nous avons la chance d'avoir des grands spécialistes du sujet. Mireille Chiroleux, qui est professeur d'économie à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'École d'économie de Paris. Et puis nous avons Guillaume Sainteny, qui est président de GS Conseil, auteur de plaidoyer pour l'écofiscalité, entre autres, et qui est un grand spécialiste du sujet. Delphine Siquier, qui est une analyste senior de l'équipe Institut Friedland et elle-même avocate fiscaliste, a écrit un rapport court, ce qu'on appelle des focus dans notre jargon de l'Institut Friedland, c'est-à-dire un 4 pages, un coup de projecteur, que vous avez sous les yeux et qui est mise en ligne littéralement à l'instant où nous parlons, qui résume cette problématique et qui va lancer le débat. Je vais donc demander à Delphine de nous exposer, j'ai envie de dire, la substantifique moelle de ce papier, et puis ensuite, nous écouterons à la fois Mireille Chiroleux et Guillaume Sainteny pour voir leurs réactions, leurs idées, les écouter, et puis tout autant, et j'ai envie de dire surtout, nous débattrons, nous réfléchirons ensemble, car dans la salle, il y a, j'ai envie de dire, que des gens qui ont une compétence et une pertinence sur le sujet, et le but, c'est de réfléchir ensemble. Je vous remercie d'être venu participer à notre débat sur la fiscalité environnementale. Je remercie également vivement Mireille Chiroleux-Assouline et Guillaume Sainteny d'avoir accepté de venir livrer leur point de vue et de faire partager leur regard, leur expertise sur ce sujet délicat. C'est un sujet d'actualité forte
toujours, avec justement les déclarations de Trump sur ses réactions par rapport à la COP21, sur nos pics de pollution dans les capitales, sur les réflexions qui sont actuellement menées au Parlement européen, de réfléchir à envisager des ressources propres, vertes, pour le budget de l'Union européenne. C'est aussi un sujet de long terme qui nous préoccupe tous. Il y a donc un enjeu environnemental majeur, et je pense que si nous sommes ici réunis, c'est que nous y sommes tous sensibles. Il y a, de l'autre côté de cet enjeu majeur, un outil, la fiscalité environnementale, qui est aujourd'hui, comme le disait Thierry très justement, encore imparfait, et qui pourrait être résumé en trois caractéristiques. Trop faible tout d'abord, trop faible parce que, comme le disait Thierry, elle représente pour l'instant seulement 4,47% des prélèvements obligatoires, mais c'est aussi 2% du PIB. Alors certes, dans les pays de l'OCDE, on oscille entre 1%, environ 1% et 4% du PIB, mais comparé à la pression fiscale sur le travail, où on est plutôt dans des fourchettes bien plus fortes de 18 à 30%, c'est une place bien faible. Elle est aussi, deuxième caractéristique, trop éparpillée avec ses 70 taxes recensées auprès d'organismes différents, avec des délais de prescription différents, impliquant donc des problématiques de gestion complexes pour les entreprises. Elle est enfin peu convaincante, du fait de signaux prix relativement inadaptés, parce que pas forcément suffisamment incitatifs pour permettre justement de venir modifier des comportements, du fait d'applications d'exonération sans lien avec un objectif environnemental, parfois même en contradiction avec celui-ci. C'est d'ailleurs ce qu'a dénoncé la Cour des comptes dans un récent rapport que vous avez sûrement dû voir, où justement est mis en évidence le fait que les niches fiscales en faveur de l'environnement diminuent et deviennent même inférieures à celles qui sont nuisibles à l'environnement. Je pense que peut-être que Guillaume Sainteny pourra d'ailleurs en retoucher un mot là-dessus. Donc on a aujourd'hui une approche qui demeure fragmentée sur ces questions. Comment faire pour justement apporter davantage de cohérence? Comment faire pour, comme le disait Thierry tout à l'heure en introduction, concilier incitation à la transition énergétique et développement économique? Comment faire pour que la montée en puissance de cette fiscalité environnementale puisse être source de dynamisme économique? Et que cette éco-fiscalité incitative puisse permettre aux entreprises d'innover, d'anticiper, de s'inscrire dans la durée. Une autre question qui émerge, quid de l'affectation des recettes fiscales environnementales? De toutes ces questions, nous pourrons bien sûr en débattre ce matin. Alors, l'une des pistes qui nous a semblé intéressante d'aborder, c'est celle du Green Tax Shift. Ça faisait d'ailleurs partie de la feuille de route du comité de la fiscalité écologique. De quoi s'agit-il? Il s'agit donc de favoriser la montée en puissance des taxes environnementales, mais que cette hausse des taxes environnementales soit compensée par une baisse d'autres impôts, et notamment sur la fiscalité du travail. Ça a déjà été mis en place dans d'autres pays. Et ce Green Tax Shift pourrait peut-être permettre de combiner efficacité environnementale et dynamisme développement économique. Je vais donc revenir sur ces deux volets-là, ainsi que sur les perspectives qu'il pourrait offrir. S'agissant du premier volet, à savoir de cette montée en puissance de la fiscalité environnementale, on a à notre disposition plusieurs outils, une sorte de boîte à outils avec assiette, élasticité prix, taux. Et selon la façon dont on va jouer sur ces différents paramètres, on tombera plus dans de l'écofiscalité incitative ou de l'écofiscalité de rendement. Si effectivement on se dit qu'on veut privilégier une écofiscalité incitative, il faut davantage aller vers des assiettes bien ciblées, sans exclure d'emblée déjà des produits qui auraient dû être inclus dedans, ce qui a été souvent notre pratique jusque-là. Il faut aussi réfléchir à l'élasticité prix. Plus elle est faible, plus on est dans des objectifs de rendement. Il faut s'interroger sur est-ce qu'on souhaite agir sur du court terme, du plus long terme. Est-ce qu'on agit sur des substances dangereuses pour lesquelles on souhaite une élimination rapide, totale, ou simplement modérer la consommation de ces substances-là? De tous ces paramètres-là s'imbriquent les uns les autres pour justement
concevoir ces taxes environnementales qui seront plus dans de l'incitatif ou dans du rendement. Alors, dans une logique plus puriste, on peut dire que, on peut envisager qu'il faut privilégier cette fiscalité incitative, mais ça pose d'autres questions d'un point de vue de l'équilibre budgétaire. On pourra, je pense, en redébattre. Autre point, c'est le fait de définir des niveaux de taxation avec des trajectoires de taux sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ces trajectoires de taux permettent de mieux anticiper, d'avoir une meilleure visibilité pour les acteurs économiques, de pouvoir anticiper ces évolutions dans leur stratégie de développement, dans leurs décisions d'investissement, etc. Un exemple récent mérite qu'on permette d'éclairer un petit peu ce propos. C'est ce qui est actuellement en cours de débat dans le cadre du projet de budget rectificatif sur la taxe générale sur les activités polluantes, qui est une mesure qui est issue de réflexion du comité de la fiscalité écologique, et où il est proposé de définir une trajectoire de taux jusqu'à 2025 pour les installations de stockage des déchets ménagers, pour justement répondre à cet objectif de mise en décharge, de réduire la mise en décharge de moitié d'ici 2025. Parce que c'est vrai que jusque-là, en France, on est à 39% de déchets recyclés, contre 65% en Allemagne, c'est sûr, ils sont champions là-dessus, et 44% en moyenne européenne. Et qu'en France, on a des niveaux de taxation sur ces installations de stockage beaucoup plus faibles que dans d'autres pays européens. Donc, effectivement, définir cette trajectoire de taux permettrait, a priori, de faire modifier des pratiques pour des procédés de valorisation des déchets autres, plus respectueuses de l'environnement. Alors on regrettera simplement que sur la partie traitement thermique, il se soit arrêté à 2017, ce qui est juste l'année prochaine. Dommage que, à nouveau, là on n'aille pas un peu plus loin, mais bon, c'est pas encore bouclé le budget rectificatif. Alors, là j'en étais au premier volet, sur cette montée en puissance de la fiscalité environnementale. Le deuxième volet, c'est l'idée de redistribuer ces recettes pour justement venir compenser, que ce soit compensé par une baisse d'autres impôts. Ça permettrait de redynamiser, redynamiser l'économie, d'offrir de nouvelles opportunités. Alors, un pays met-il en jeu sa compétitivité en introduisant une fiscalité verte? On a un exemple intéressant qui est celui de la Suède et qui n'est pas nouveau, puisqu'effectivement, en 1991, la Suède lance une réforme fiscale d'ampleur parce qu'elle fait face à un déficit budgétaire de 10% de son PIB, des niveaux de prélèvements obligatoires extrêmement élevés, et donc décide, et aussi des préoccupations environnementales majeures par rapport à des oxydes de soufre qui acidifiaient les lacs, qui était une préoccupation qui est importante pour les Suédois. Et donc pour combiner l'ensemble de ces problématiques, ils intègrent au cœur de leur réforme fiscale la mise en place de redevances sur les émissions polluantes avec des niveaux de taxation extrêmement élevés. Quel effet ça a eu? Ça a eu deux effets. Déjà, en 6 ans, ils ont pu réduire de 30% ces émissions d'oxyde de soufre, d'azote, pardon, et ils ont pu également opérer des réductions sur des taux d'imposition des entreprises en passant de 53% à 30%, et progressivement en réduisant aussi au niveau le taux marginal d'IR, etc. Et ces orientations du Green Tax Shift ont depuis d'ailleurs toujours guidé leur politique pour venir réactiver ces opérations de shift entre la mise en place de taxation incitative pour les redistribuer pour des allègements de charges autres. Cet exemple est intéressant pour 2 raisons essentielles. D'abord parce que cette réforme-là a été instituée dans un contexte où il y avait de fortes distorsions fiscales, comme ce que l'on a nous en France. Et puis, intéressant de noter que finalement aujourd'hui, même si on a des niveaux de prélèvement obligatoires élevés en Suède, la structuration de la fiscalité suédoise intègre ces contraintes de compétitivité. Je trouvais que cet exemple-là était intéressant. Alors c'est vrai que tout benchmark doit être nuancé et que chaque situation est différente. Et stricto sensu, nous ne sommes pas la Suède, mais néanmoins c'est intéressant de mettre en perspective cet exemple-là qui est bien réussi. Alors, quelles sont les perspectives de ce Green Tax Shift si on se projetait à plus long terme?
on est allé jusqu'à dire qu'effectivement, à plus long terme, si cette fiscalité incitative fonctionne bien, a priori, l'objectif, c'est que l'assiette taxable s'érode. Et donc, toute chose égale par ailleurs, ça pourrait venir activer un déclin des recettes du niveau des prélèvements obligatoires. Alors évidemment, avec plusieurs réserves, la réserve de dire que cette érosion, elle ne s'effectue pas de la même manière ni au même rythme selon les produits concernés, qu'effectivement, doit être pris en compte l'équilibre budgétaire et en face le niveau des dépenses publiques. Et puis aussi, on peut à nouveau pondérer le propos en disant demain, si ça se trouve, de nouvelles substances dangereuses, polluantes, qu'on ne connaît pas aujourd'hui, émergeront et qu'on devra recréer des taxes pour venir justement lutter contre ces émissions-là, qui viendront compenser le déclin des premières. Mais c'est intéressant de regarder cette perspective que cela peut offrir comme une baisse programmée du niveau des prélèvements obligatoires. Pour conclure, la fiscalité environnementale ne peut pas s'envisager sans prendre en compte l'ensemble du système fiscal et de l'intégrer dans une approche cohérente d'ensemble. Il est important que ça puisse s'inscrire dans un cap clair et quelque part, notre système fiscal reflète toujours quelque part un projet de société. Quel est notre projet de société aujourd'hui ? C'est intéressant de voir que du côté des entreprises privées, il y a pas mal d'initiatives qui s'opèrent. Elles ont de plus en plus conscience qu'on peut allier développement écologique et développement économique. Et c'est ce qui justement s'est passé dans le cadre d'un sommet à Mexico, C40 Cities, qui rassemble 83 villes, qui représentent dans le monde, qui représentent 25% du PIB mondial et 70% des émissions de CO2, des gaz à effet de serre. Et la nouveauté majeure qui avait été remarquée par Anne Hidalgo, qui préside cette association, c'est de dire qu'effectivement, il y a une émergence du secteur privé sur ces questions. Elles ont envie de bouger, elles ont envie d'aller de l'avant, de prendre plus en compte et d'anticiper ces évolutions. Alors, je pose la question, la fiscalité environnementale aujourd'hui doit pouvoir suivre ce mouvement. De quelle manière ? Merci beaucoup. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au verdissement de la fiscalité écologique. Du point de vue de la politique économique, c'est une modernisation de la fiscalité qui pourrait être favorable à la fois à l'environnement, à la croissance et à l'emploi. Bonjour à tous. Je vais revenir sur certaines des choses qu'a déjà dites Delphine de façon très très claire. Tout d'abord, la fiscalité écologique, sa motivation, c'est d'être une fiscalité incitative. Et je pense que c'est un point qu'il ne faut jamais perdre de vue. C'est une fiscalité qui évidemment a un certain rendement, qui va procurer des recettes fiscales, mais ce n'est pas l'objectif initial de la fiscalité écologique. Par conséquent, l'argument qui doit être utilisé au moment de mettre en place une fiscalité écologique ou de l'augmenter ne doit jamais être un argument de rendement. En revanche, ce que l'on fait de ces recettes fiscales peut ajouter à la pertinence de la fiscalité environnementale. Et le Green Tax Shift, c'est justement une façon d'offrir une nouvelle justification plus adaptée aux enjeux de la société. Et c'est en cela que je rejoins Delphine pour dire qu'un système fiscal, c'est le reflet de la société. Taxer des pollutions, ça veut dire taxer, pour faire un jeu de mots comme le font les Anglais, au lieu de taxer a good, taxer a bad. C'est-à-dire taxer quelque chose qui est mauvais, au lieu de taxer des choses qui apportent du bien-être à la société, comme des biens de consommation, comme des revenus, comme le travail. Et un Green Tax Shift consisterait donc à basculer la taxation de certains éléments qui apportent du bien-être à la société sur d'autres éléments qui, eux, détériorent le bien-être de la société, donc la pollution, l'exploitation, la surexploitation des ressources naturelles, etc. Alors, étant donné cette justification, il est évidemment important d'agir de la façon la plus efficace possible.
pour que la fiscalité soit effectivement incitative, hein, il faut que l'assiette fiscale ait une certaine élasticité au prix. Alors, il est beaucoup dit que la fiscalité environnementale en France repose essentiellement sur la taxation des produits énergétiques, c'est vrai, les carburants, les combustibles. Il est beaucoup dit que cette assiette fiscale est peu élastique. C'est vrai. C'est vrai, et ça a été le principal argument, au moins implicite, hein, pour faire de l'ancienne TIPP l'un des éléments essentiels de la fiscalité française, hein, parce que ça permet un rendement important. Maintenant, est-ce que pour autant cela remet en cause l'efficacité d'une fiscalité écologique? Je pense véritablement que non, parce qu'il y a quand même une certaine élasticité. Il y a une certaine élasticité, et celle-ci apparaît peut-être plus clairement dans les comparaisons internationales. Quand on regarde la différence entre les comportements entre les comportements en termes de transport et donc de consommation de carburant entre les États-Unis et la France, il est évident que en France, le transport automobile, donc la circulation en automobile, est beaucoup moins utilisée et privilégiée qu'aux États-Unis. C'est aussi une question de politique de transport public, mais tout ceci est dirigé par le fait que le prix des carburants est bien plus faible aux États-Unis et a toujours été bien plus faible aux États-Unis qu'il n'est en France. Et donc, ce que nous constatons dans la différence donc, de l'utilisation des automobiles et de la consommation de carburant entre les deux pays est une illustration de cette notion d'élasticité. Comme l'élasticité existe, il y a une certaine efficacité et donc une réduction des comportements polluants. Cette efficacité, en revanche, ne devrait pas conduire à une érosion de la taxe fiscale si importante, hein, qu'elle remette à terme en cause la stabilité de nos recettes fiscales. Une certaine érosion va apparaître, mais ce qui compte fondamentalement d'ailleurs pour atteindre l'efficacité, ce qui compte, ce n'est pas tellement l'augmentation du prix d'un bien polluant, c'est l'évolution des prix relatifs. C'est-à-dire, c'est l'augmentation de son prix relativement aux alternatives, relativement aux autres prix. Et donc, ce qui compte, c'est l'augmentation du prix du carburant, par exemple du diesel, par rapport au carburant ordinaire. Ce qui compte, c'est l'augmentation de ces carburants traditionnels par rapport à l'utilisation de véhicules qui, eux, seraient beaucoup moins polluants, comme le véhicule électrique ou le véhicule à hydrogène. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Donc, le fait que ce qui compte, c'est l'augmentation des prix relatifs et que cette taxation peut être tout à fait efficace pour inciter à de nouveaux comportements, pour inciter à des substitutions. Dans les entreprises, la fiscalité écologique incite à des substitutions, c'est-à-dire à adopter des technologies qui soient plus propres. Et si ces technologies n'existent pas encore, la fiscalité environnementale, en fixant un prix, et d'autant plus que sa trajectoire de long terme est affichée et permet aux entreprises de se projeter dans l'avenir, cette fiscalité permet d'inciter à la recherche et développement. Et c'est quelque chose, c'est une incitation qui est beaucoup plus forte. Les instruments de marché comme la fiscalité ou les permis d'émission négociables, mais ces instruments de marché exercent une incitation beaucoup plus forte que la réglementation. Parce que la réglementation n'incite jamais, il n'y a aucune raison économique. Il n'y a aucune raison économique à aller au-delà de la réglementation, à faire mieux. En revanche, dès l'instant où on doit payer une taxe sur toute pollution rémanente, à partir du moment où on a fait des efforts de dépollution, eh bien l'existence même de ce
de ce que nous appelons le fardeau fiscal, enfin la charge qui reste pour le contribuable, entreprise en particulier. Cette charge fiscale fait qu'il y a une incitation à essayer encore de la réduire. Et par conséquent, il y a une incitation très forte à la recherche et développement. Cette incitation à la recherche et développement peut aussi contribuer à réduire les effets qui sont souvent craints de la fiscalité sur la compétitivité des entreprises. Les études empiriques ne concluent pas à des effets importants, significativement, de la fiscalité environnementale et des réglementations environnementales sur la compétitivité des entreprises. Certaines entreprises qui sont très fortement consommatrices d'énergie peuvent effectivement être affectées dans leur coût de production de façon significative. Mais la part des coûts des entreprises qui est représentée par le coût implicite ou explicite des réglementations environnementales est faible par rapport aux autres coûts, et en particulier par rapport au coût du travail. Et donc, cela me permet de revenir sur la pertinence du Green Tax Shift. Substituer de la fiscalité environnementale à une fiscalité éventuelle sur le travail ou sur les revenus des consommateurs serait une façon de permettre à la fois de dynamiser la croissance et l'emploi. Parce que si l'on dit que la taxe, que l'assiette de la fiscalité environnementale peut être relativement peu élastique, il y a deux assiettes fiscales qui, elles, sont très élastiques et très sensibles à la fiscalité. C'est d'une part la consommation qui est extrêmement sensible au pouvoir d'achat. Et donc, si on réduit les impôts des ménages en utilisant une partie des recettes fiscales dues à la fiscalité écologique, on relance la consommation et donc on relance la demande. Si on est autre assiette fiscale qui est très élastique à son prix, c'est la demande de travail peu qualifiée. C'est beaucoup moins vrai pour la demande de travail qualifiée. Et cette demande de travail peu qualifiée, étant extrêmement élastique, réagit par conséquent très fortement à toute baisse de son coût. Et donc, substituer, comme ça a été fait en Suède, des recettes fiscales qui sont prélevées sur le travail ou sur le revenu des ménages par des recettes fiscales sur la fiscalité écologique, cela peut être extrêmement efficace en termes de croissance et en termes d'emploi. C'est ce que l'on appelle l'hypothèse du double dividende. Ce double dividende, le premier dividende, c'est celui qui est visé directement par la fiscalité écologique, c'est-à-dire améliorer la qualité de l'environnement, réduire la pollution atmosphérique, réduire les émissions de dioxyde de carbone. Et le deuxième dividende, c'est le dividende économique. Alors, je commençais en disant que la première justification de la fiscalité environnementale, c'est d'améliorer l'environnement. L'argument d'un double dividende, c'est un argument supplémentaire qui vient pour conforter cette idée et qui vient donc à l'appui de la fiscalité environnementale, dans la mesure où il a été prouvé dans certains pays, parce que en Suède, c'est quelque chose qui a pu être mesuré et il n'y a pas, il n'y a pas de polémique sur cette évaluation, comme il y a pu y avoir des polémiques sur des évaluations de politique économique autres à certains moments. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être mesuré. Il y a eu dans le passé des variations de fiscalité écologique et donc on peut mesurer, il y a eu des variations de fiscalité sur les autres assiettes et on peut mesurer exactement les conséquences de ce qui s'est produit en Suède, et il y a donc eu création de centaines de milliers d'emplois, il y a eu augmentation du produit intérieur brut par rapport à la tendance qui aurait été observée sans ce green tax shift. Et donc, voilà les points qui me paraissaient importants à préciser.
Peut-être juste pour conclure sur l'incitation à la recherche et développement et les craintes sur la compétitivité des entreprises. Par la recherche et développement qui peut être réalisée et les innovations afin de développer des technologies moins polluantes, c'est également une source potentielle de compétitivité à l'exportation. Les entreprises pouvant à ce moment-là développer un avantage par rapport à des concurrents qui ne se seraient pas lancés sur le même type sur le même type de marché de nouvelles technologies. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler de la fiscalité environnementale française telle qu'elle existe en France, avec ses défauts, ses imperfections, et montrer qu'on pourrait l'améliorer pour qu'elle soit efficace, qu'elle serve à la modernisation de la fiscalité en général, et également démontrer qu'on peut le faire sans qu'elle soit anticompétitive ni antisociale, mot dont on l'accuse parfois à tort, à mon avis. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Bonjour à tous, merci de cette invitation. Je suis en accord principalement avec tout ce qui a été dit. J'ai peut-être un seul point de semi-désaccord avec ce qu'a dit Mireille Chiroleux-Assouline, mais nous pourrons en débattre. Voilà, on est là pour ça. La conjoncture est évidemment très bonne puisque nous examinons en ce moment le projet de loi de finances, enfin pas nous, mais les parlementaires, et le projet de loi de finances rectificative, et qu'on voit fleurir dans les programmes des candidats ou des pré-candidats au présidentiel un certain nombre de propositions, soit de fiscalité générale, soit de fiscalité environnementale, qui sont d'ailleurs séparées, ce qui personnellement m'étonne. Alors, je voudrais peut-être pointer quelques, on ne peut pas faire le tour du sujet évidemment, mais quelques sujets dont certains, sur certains aspects desquels je passerai vite puisqu'ils ont déjà été dits. Premièrement, la fiscalité environnementale est-elle efficace? C'est évidemment quelque chose qu'il faut aborder de deux points de vue, du point de vue environnemental et du point de vue économique. Certaines taxes environnementales ne sont pas efficaces du point de vue environnemental, donc il faut le reconnaître, il faut l'avouer, mais on sait comment faire des taxes environnementales efficaces. Pour qu'il y ait une taxe environnementale efficace, il faut en général qu'il y ait un substitut et qu'il y ait des taux élevés de façon à ce que les gens puissent changer leur comportement ou changer leur achat et se reporter sur le substitut. Je prends un exemple idiot. Si on trouve qu'il y a des substances cancérigènes dans le beurre et que pour des raisons de groupe de pression, le gouvernement ne veut pas interdire le beurre du jour au lendemain, il met une taxe à 100% sur le beurre, et on peut supposer qu'une grande partie des consommateurs vont se reporter sur l'huile, qui est un substitut. Bon. Ou sur la margarine, par exemple. Donc voilà un exemple de taxe incitative et qui est incitatif et efficace sur le plan environnemental. L'efficacité aussi est variable selon la durée de temps. En général, l'élasticité prix des signaux prix qui sont déclenchés par les taxes environnementales sont plus importants à long terme qu'à court terme. On le voit bien quand il y a une augmentation des taxes sur les carburants ou une augmentation du prix sur les carburants, ce qui en fait revient au même comme signal prix. Les gens, dans un premier temps, ne peuvent pas vraiment s'adapter. Ils s'adaptent à minima, mais dans un temps plus long, ils s'adaptent en se relocalisant, en changeant de véhicule, en achetant des véhicules plus économes, etc. Sur le plan économique, qui, vu l'endroit où on se trouve, est évidemment important. Personnellement, je pense que on peut maintenant affirmer avec le recul qu'il y a une efficacité économique de l'écofiscalité. Pourquoi? Et qu'elle n'est pas anticompétitive. D'abord parce que ces montants, ça a été dit précédemment par Delphine, sont extrêmement bas et très inférieurs aux autres prélèvements, notamment les prélèvements sociaux. Alors vous me direz, ce n'est pas une raison pour en rajouter une couche, nous sommes bien d'accord, mais ça prouve bien que l'essentiel facteur coût qui pèse par exemple sur le coût du travail ou autre ne vient pas de la fiscalité écologique, il vient plutôt des prélèvements sociaux. Deuxièmement, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une alternative à la fiscalité écologique qui est la réglementation, puisque le but des pouvoirs publics c'est quand même d'agir sur les problèmes d'environnement. Et donc il faut toujours comparer le coût de la fiscalité avec le coût de la réglementation, et la fiscalité a en général un coût inférieur au coût de la réglementation pour beaucoup d'entreprises. Troisièmement, il y a une chose qui a... l'exemple suédois a été invoqué à la fois par Delphine et par Mireille Chiroleux-Assouline, et je voudrais ajouter un point là-dessus, c'est que la fiscalité est un booster extrêmement important de dépôt de licences et de brevets. On l'a constaté par exemple en Suède,
où quand il y a eu la TGAP, lapsus révélateur, la taxe sur les NOx et la taxe sur le SO2, il y a eu une montée en puissance énorme des dépôts de brevets sur les technologies anti-NOx et anti-SO2, ce qui fait qu'il y a plein de startups suédoises qui se sont lancées sur le marché et qui maintenant vendent des technologies anti-NOx et anti-SO2 partout dans le monde. On a eu la même chose en Israël, quand Israël a réformé sa fiscalité de l'eau pour en faire une fiscalité très économe à la consommation de l'eau. On a eu énormément de startups. Il faut dire que l'écosystème du business israélien est très favorable à l'économie des startups, qui se sont lancées pour ce qu'on appelle le smart metering de l'eau et pour la réparation de toutes les fuites d'eau qu'il y a dans les canalisations, dont on sait qu'elles constituent une part importante de la consommation d'eau. Et là aussi, ça se vend partout dans le monde. Et puis, il y a un troisième exemple qui est très intéressant, puisqu'en France, nous avons eu un échec total de ce point de vue-là. C'est l'exemple de la redevance liée aux prestations des poids lourds en Suisse, qui marche très bien, qui intègre toutes les externalités et qui a conduit à une amélioration de la productivité du secteur du transport routier en Suisse. Alors qu'en fait, c'était une taxe supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'en échange, ils ont obtenu une augmentation du tonnage, c'est-à-dire qu'on est passé de 40 à 44 tonnes, et que donc, ils ont fait attention au taux de remplissage des camions, et donc finalement, ils se sont rattrapés en productivité par à tonnage égal, par de moindres trajets de camions davantage remplis. Il faut également comparer, et on l'oublie souvent, le coût de la fiscalité au coût de l'inaction. Et on sait qu'en matière d'environnement, le coût de l'inaction est supérieur au coût de l'action. Bon, c'est un des messages principaux du rapport Stern, mais on le trouve un peu dans tous les domaines. Et puis également, il faut rappeler une chose qui est rarement rappelée, c'est que la fiscalité environnementale étant en grande partie une fiscalité énergétique, à chaque fois qu'elle augmente, nous diminuons notre contrainte extérieure. Et les importations d'énergie en France, qui sont essentiellement d'énergie fossile, c'est quand même 70 milliards d'euros par an. Donc, chaque augmentation de la fiscalité sur l'énergie conduit à avoir une balance commerciale un peu moins déficitaire, ce qui est tout de même une bonne chose. Alors, sur les indicateurs, Thierry Philippona a cité tout à l'heure les pourcentages par rapport au PIB et au prélèvement obligatoire. Vous vous souvenez peut-être que l'avant-dernier président de la République, avant son entrée en fonction et dans le cadre des engagements de ce qui allait s'appeler ensuite le Grenelle, avait pris l'objectif d'un doublement justement de la fiscalité, de la part de la fiscalité française. Bon, il se trouve qu'à l'époque j'ai été en quelque sorte chargé un peu de la mise en œuvre de ça, puisque je dirigeais la direction des affaires économiques au ministère. Et bon, quand on a rendu notre copie au ministre, ils n'étaient pas contents parce qu'on n'y arrivait pas. Bon, donc on s'est fait un peu engueuler. Donc on a dû retravailler notre copie. Et on a retravaillé notre copie, on n'y arrivait toujours pas, si on voulait rester sérieux. Parce qu'on a une fiscalité, si vous voulez, qu'on a mis dans la fiscalité écologique, mais qui a été inventée pour d'autres choses. Je vous rappelle que la TIPP, c'est 1928, qui n'avait pas du tout un but environnemental à l'époque. Et donc, on ne voyait pas comment en 5 ans, on pouvait raisonnablement et sans perturbation économique majeure doubler cette fiscalité écologique, d'autant plus qu'entre les promesses de 2006 et l'état des choses fin 2007, la situation économique s'était quand même sensiblement dégradée, même si on n'était pas encore en 2008. Donc, personnellement, j'ai été surpris que l'Union européenne reprenne cet objectif parce que je pense que la part de la fiscalité écologique dans le PIB ou dans les prélèvements obligatoires ne dit rien de l'efficacité des taxes en question. Dans les prélèvements obligatoires, ça me paraît plus intéressant parce que, mais ça peut être interprété différemment, ça peut être interprété comme étant le signe d'une économie qui est peu fiscalisée, qui a peu de taxes par ailleurs et dans laquelle donc, les écotaxes jouent un rôle assez important, ou ça peut être interprété comme des écotaxes qui rapportent beaucoup et qui ne sont donc pas forcément efficaces. Donc voilà, c'est un indicateur à prendre en compte. Il est clair que sur ces deux indicateurs-là, la France est en retard. Ce qui est plus inquiétant, c'est que ce retard s'accroît. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, on était dans la moyenne et qu'on est de plus en plus distancé par rapport, on est maintenant parmi les derniers sur 28, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Donc clairement, la France n'a pas suivi le mouvement d'augmentation de la fiscalité écologique et quand elle l'a suivi,
le paradoxe veut que c'est depuis 2008 essentiellement sur la part de l'énergie qui n'est pas carbonée. C'est-à-dire que la part de l'énergie carbonée est moins fiscalisée qu'auparavant, et en revanche, la fiscalité a augmenté sur quoi? Sur la contribution au service public de l'électricité, c'est une électricité décarbonée à 94%, et sur ce qu'on appelle l'imposition forfaitaire sur les réseaux, qui sont également les lignes électriques, etc. Donc c'est un paradoxe total, puisque en fait ça devrait évidemment être l'inverse. Alors, vocation budgétaire ou incitative, c'est là-dessus que j'ai un demi-point de désaccord avec Mireille Chiroleux-Assouline, parce que personnellement, je suis favorable à une écofiscalité incitative, bien sûr. Mais je pense que l'affaire est peut-être un peu moins simple, historiquement en tout cas, qu'elle l'a présentée, parce que au départ, les règles de la fiscalité ne sont pas du tout d'avoir une fiscalité incitative. Hein. Vous avez un article, l'article 13 de mémoire dans la Déclaration des droits de l'homme, qui dit pour l'entretien de la force publique, etc., on prélèvera en fonction de la contribution de chacun, etc. Donc, en ont découlé un certain nombre de règles qui sont ce qu'on appelle qui participent de l'orthodoxie des finances publiques, qui sont des règles de neutralité de l'impôt et qui tiennent, on apprend ça en finances publiques, à ce que l'impôt ne doit pas distordre les comportements économiques, que ce soit des producteurs ou des consommateurs, et donc il doit être neutre par rapport à ces comportements. Et encore une fois, je citais l'exemple de la TIPP instituée en 1928. Pourquoi est-ce qu'on a institué cette TIPP en 1928? Pas du tout pour des raisons incitatives, mais parce qu'on cherchait une recette dynamique dont le but était de remplacer, alors je ne me souviens plus si c'était l'impôt sur le sel, ou quelque chose comme ça. Alors là, je dois dire que c'est une réussite totale, parce que anticiper en 1928 que la TIPP allait être une recette autant dynamique, c'était pas du tout évident. Et de ce point de vue-là, c'est une réussite complète. Alors c'est vrai que la TIPP, qui s'appelle d'ailleurs maintenant TICPE, a en effet un effet incitatif évident, puisqu'on voit bien que quand elle augmente, il y a une diminution qui est davantage vraie à long terme qu'à court terme de la consommation et des trajets, mais au départ, elle n'a pas du tout été prévue pour ça. Donc, les règles de l'orthodoxie fiscale et des finances publiques, c'est l'affectation au budget général, c'est la vocation budgétaire, et ça n'est pas la vocation incitative. Alors certes, c'est une règle qui a connu beaucoup d'entorses dans le domaine social, dans le domaine économique, avec l'usage des économistes néo-keynésiens, dans le domaine culturel, pensez aux avantages Malraux, etc., et évidemment, la fiscalité incitative environnementale s'inscrit dans cette ligne, mais il est évident qu'il y a des cordes de rappel et que les gens de Bercy, et ils n'ont pas tort, notamment la direction du budget, rappellent tout le temps que toutes ces recettes ne sont pas faites pour être incitatives et doivent aller au budget général, parce que si chacun faisait comme ça, il n'y aurait plus rien pour le budget général. Alors, la question de l'affectation, justement, bon, c'est un débat très important. En gros, il y a 3 types d'affectation possibles. Est-ce que l'affectation doit aller au budget général? Je viens d'en parler. Est-ce qu'elle doit être redistribuée aux entreprises et aux ménages? Ça, c'est vraiment l'approche de l'écofiscalité incitative. C'est-à-dire que, par exemple, en Suède, ce qu'ils font sur une partie des écotaxes dont a parlé Delphine, c'est que après avoir gardé un tout petit pourcentage qui sont les frais de gestion, ils redistribuent les sommes collectées aux entreprises selon une autre clé de répartition. Alors si on veut favoriser la recherche, c'est en fonction du budget consacré par les entreprises à la recherche. Si on veut favoriser l'emploi, c'est en fonction des emplois, etc. Ce qui fait que l'argent collecté reste dans l'économie, mais il est redistribué. Alors évidemment, à l'intérieur du secteur économique, il peut y avoir des redistributions, mais il n'est pas capté par l'État. Et puis, il y a l'affectation à l'environnement. Alors, une des choses qui m'a frappé dans mon passage au ministère de l'Environnement, c'est qu'évidemment, comme le ministère de l'Environnement, mais c'est vrai un peu de tous les ministères, mais peut-être encore plus de celui-là, crie famine, il cherche tout le temps à avoir des taxes affectées. Bon, ce qui, à mon avis, est un mauvais calcul, parce que quand il a des taxes affectées et qu'il passe en négociation budgétaire l'année d'après ou 2 ans après, la direction du budget lui dit vous avez une taxe affectée pour ça, donc on vous diminue votre budget de temps. Et donc, à l'intérieur même du ministère de l'Environnement, la vocation de l'écofiscalité comme devant être incitative à la modification de comportement n'est pas du tout acquise. Au contraire, elle est très minoritaire. Elle est plutôt... On a un débat, par exemple, en ce moment, qui est très intéressant avec la création de l'Agence française de la biodiversité dans la loi sur la biodiversité. Moi, personnellement, j'ai été très sceptique sur la création de cet nouvel établissement public,
parce que je ne voyais pas d'où allait venir l'argent. Et évidemment, avant même qu'il soit créé, on vient de lui retirer 90 millions d'euros de son budget prévu de l'an prochain. Et donc tout le monde crie, mais il était évident que ça serait le cas dans la situation budgétaire dans laquelle on est. Et dans le même temps, dans la même loi, on a fait voter une innovation tout à fait intéressante qui sont les obligations réelles environnementales qui incitent les particuliers à faire des choses dans le domaine de la biodiversité, mais il n'y a aucune incitation fiscale pour les mettre en œuvre. Alors, un point aussi sur lequel je voulais peut-être dire un mot parce qu'on n'en a pas parlé. On accuse de temps en temps la fiscalité écologique d'être antisociale. Cette accusation repose sur quelques éléments qu'il faut prendre en compte sérieusement. On dit même qu'elle est régressive et qui sont évidemment, sont beaucoup concernés des impôts indirects, dont on sait qu'ils représentent et qui portent sur la consommation et que donc ça représente une part plus importante du revenu des classes modestes. Bon, personnellement, je ne partage pas ce point de vue parce qu'il faut rappeler qu'il existe des inégalités écologiques qui sont en général supérieures aux inégalités économiques. Si vous prenez par exemple le cas de l'aviation, il y a un certain nombre de catégories sociales qui ne prennent jamais l'avion. Comme vous savez, les carburants des avions ne payent strictement aucune taxe. Donc ce ne sont pas ces catégories-là qui vont payer une taxe sur le carburant des avions si on arrive à en instituer une. En revanche, elles vivent souvent à proximité des aéroports. Donc elles ont les nuisances de l'avion sans bénéficier des avantages. Deuxièmement, la dégradation des écosystèmes est davantage un problème pour les classes défavorisées que pour les classes aisées, avec la jolie phrase de Pavan Sukhdev qui dit que les services écosystémiques sont le PIB des pauvres, puisque plus on descend dans l'échelle sociale, plus les biens qui ne passent pas par des échanges monétaires sont importants dans les revenus. Et puis troisièmement, on sait comment prendre ça en compte. Je prends un exemple extrêmement récent. Dans la proposition de loi Brottes, du nom du député François Brottes, qui l'a déposée, qui a été adoptée, et qui proposait une tarification progressive des prix de l'énergie, qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel, mais qui a mis en même temps là-dedans une extension des tarifs sociaux du gaz et de l'énergie. Je crois un triplement du nombre de gens qui ont droit à ça. Bon. Alors les tarifs sociaux, évidemment, c'est très bien du point de vue social, mais c'est catastrophique du point de vue environnemental, puisque ça supprime tous les signaux prix. Comment faire ? Ce qui a été choisi, là, c'est la voie de l'atténuation. On sait très bien faire autrement, et d'autres pays l'ont fait. On garde la même tarification pour tout le monde, et on verse une allocation monétaire compensatoire aux personnes qui sont en dessous d'un certain revenu. Cette allocation monétaire pouvant être utilisée éventuellement, s'ils le souhaitent, et s'ils sont conseillés pour, à des travaux d'économie d'énergie. Ça n'est pas la voie qui a été choisie, et voilà, donc ça supprime le signal prix, et il faut savoir en plus que on a une inégalité qui fait qu'on favorise en quelque sorte nos classes défavorisées, qui sont toujours plus favorisées, ce faisant par exemple de cette réforme, que celles des pays du Sud qui sont quand même celles qui vont être le plus impactées par le changement climatique. Et donc, si on étend la tarification sociale, on favorise en quelque sorte les émissions de CO2. Deux points pour terminer. Un point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est, alors Delphine en a dit, ou Thierry, je ne sais plus, en a dit un mot tout à l'heure, c'est le problème des subventions publiques et des dépenses fiscales dommageables à l'environnement. Dans le monde, nous avons chaque année 550 milliards de dollars de subventions publiques aux énergies fossiles. C'est le moyen, la suppression de ces subventions publiques est le moyen le moins coûteux et le plus rapide de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et également le nombre de décès dus aux pollutions atmosphériques. Je vous rappelle qu'on a chaque année 7 millions de décès prématurés dus à la pollution de l'air dans le monde, donc c'est beaucoup plus que dû au changement climatique. Si on supprime du jour au lendemain ces 550 milliards, on a une diminution des émissions de CO2 de 19% et une diminution des décès prématurés dus à la pollution de l'air de 55%. C'est-à-dire qu'on passe de 7 millions de décès prématurés par an à 3 millions. Et en plus, cette réforme serait évidemment extrêmement favorable d'un point de vue économique aux pays concernés, puisqu'ils pourraient réorienter ces subventions vers des secteurs qui sont bien davantage prioritaires comme la santé ou l'éducation.
et favoriserait bien évidemment le développement des économies d'énergie et des énergies renouvelables dans ces pays où elles seraient compétitives si les énergies fossiles n'étaient pas subventionnées. Par exemple, c'est tout à fait le cas des pays du Moyen-Orient, où l'essentiel de l'électricité vient de centrales thermiques subventionnées. Si vous supprimez ces subventions, les énergies renouvelables deviennent immédiatement compétitives sans aucun soutien du jour au lendemain. Alors pour terminer, une petite liste peut-être qui est mon panorama personnel des défauts de la fiscalité française. Bon, comme ça a été dit par Delphine et Mireille, c'est essentiellement une fiscalité de rendement. Mais là où la situation est paradoxale, c'est que c'est une fiscalité de rendement qui ne rapporte pas. C'est-à-dire qu'elle est conçue comme une fiscalité de rendement, mais malgré ça, elle ne rapporte pas ou peu. Donc c'est un peu un échec sur les deux plans, puisqu'elle a un poids qui est relativement bas, et que cette écofiscalité est elle-même truffée de dérogations. Elle est très complexe, elle est très instable. Si je prends l'exemple de l'article 200 quater du Code général des impôts, qui est le crédit d'impôt développement durable, vous savez ce à quoi vous avez droit quand vous faites des travaux d'économie d'énergie chez vous, depuis son institution, il a changé plus d'une fois par an. Plus d'une fois par an. Donc comment voulez-vous que les consommateurs s'y retrouvent et que même les artisans qui sont censés faire ces travaux s'y retrouvent? C'est impossible. Il faut des signaux au prix de long terme. C'est ce qui a été fait, par exemple, en Allemagne avec le gouvernement de Gerhard Schröder. Quand il est arrivé au pouvoir, il a indiqué qu'il y aurait une augmentation de un peu plus de 3 centimes d'euros par an du litre sur les différents carburants. Bon, résultat des courses, les consommateurs savaient que la prochaine voiture qu'ils allaient acheter, il faudrait qu'elle soit plus économe. Les constructeurs se sont dit qu'il fallait qu'ils orientent une partie de leurs ressources davantage vers la recherche-développement, vers les véhicules plus économes, etc. C'est une fiscalité qui n'est ni internalisante ni incitative. Je prends 2 exemples seulement. On a parlé tout à l'heure de la taxation des NOx. Durant le Grenelle, on a obtenu une chose dont on était assez contente, c'est qu'on a obtenu le triplement de la TGAP sur les NOx. Alors, les NOx étaient taxés avant le Grenelle à 45,73 € la tonne. Donc, le triplement se faisait lui-même sur 3 ans, et donc on est arrivé à 160,8. C'est peut-être un tout petit peu plus maintenant. Alors donc, vous me direz, c'est très bien, voilà, on a enfin fait quelque chose de bien. Le seul problème, c'est que le coût externe d'une tonne de NOx en France, c'est 7 700 €. Donc si on voulait avoir une tarification au coût externe, il faudrait qu'elle soit à 7 700. Pour indication, la Suède, dont il a été question tout à l'heure, elle taxe sa tonne de NOx à 5 200 € la tonne. Et nous, on est à 160. Donc vous voyez la différence entre une fiscalité de rendement qui rapporte peu, 160, et qui est affectée, en l'occurrence à l'ADEME, si je ne me trompe pas, et la Suède, 5 200. Donc il est évident que la différence d'incitation réside dans l'écart qu'il y a entre ces deux chiffres. Un second exemple, c'est la fiscalité des transports. Moi, je suis très frappé par le fait que la fiscalité des transports en France agit uniquement sur l'offre. C'est-à-dire que nous avons très peu de modulation de la demande. On a enfin réussi à faire voter dans la loi Grenelle une chose, la possibilité, parce qu'avant c'était interdit, la possibilité de péage urbain. Il n'y a, 7 ou 8 ans après, aucune ville candidate à l'instauration d'un péage urbain en France. C'est aussi une fiscalité qui est mal calibrée. Je prends un exemple très simple, deux exemples très simples qui sont le bonus-malus et la prime à la casse pour les véhicules, qui n'ont été calibrés que sur le CO2, alors qu'évidemment, il aurait fallu les calibrer sur les particules fines également, et sur les NOx, ce qui s'est passé la semaine dernière le montre une fois de plus. Et puis dernier point qui me paraît quand même important, j'en ai dit un mot tout au début, c'est l'absence totale de ce que j'appellerais le principe d'intégration dans la fiscalité de l'environnement. Le principe d'intégration est très poussé par Bruxelles, consiste à dire qu'à côté du principe de prévention, du principe de participation, il faut intégrer l'environnement dans les autres politiques publiques, parce que si on a une politique publique environnementale sectorielle à côté des autres politiques publiques, on n'avance pas, c'est-à-dire que l'agriculture, l'industrie, etc. ne prennent pas en compte l'environnement. Et moi, je suis frappé depuis l'origine par le fait que quand on essaye de faire de la fiscalité écologique, on fait ça dans un coin, mais on n'arrive pas à l'intégrer dans une fiscalité, dans une réforme fiscale d'ampleur. Je prends un exemple, ou même plusieurs exemples. Il y a eu toute cette bataille très médiatisée autour de la taxe carbone sous le quinquennat Sarkozy. Bon.
cette taxe, son produit représentait, tel qu'il était envisagé, représentait à peu près 3 milliards d'euros. Mais pendant ce temps-là, il y a une réforme qu'on a faite, qui est la réforme de la taxe professionnelle, dans laquelle on n'a pas injecté 1 centimètre de fiscalité écologique, alors qu'il y a des installations dommageables à l'environnement qui sont exonérées et d'autres favorables qui ne le sont pas. Et le produit de la taxe professionnelle à l'époque représentait 29 milliards. Et récemment, nous avons eu un autre exemple. Une partie de la majorité s'étant rendu compte que la grande distribution avait droit au CICE, a décidé de doubler la TASCOM, qui est la taxe sur les surfaces commerciales. Et ce doublement a été fait de façon uniforme, alors que peut-être, pour remédier au problème de l'étalement urbain, il aurait fallu le faire de façon différenciée, en diminuant la TASCOM sur les surfaces commerciales de centre-ville et en l'augmentant sur celles qui sont situées en périphérie. Mais ce genre de raisonnement n'est pas intégré dans les réformes générales. J'aimerais aussi que Guillaume Sainteny nous dise ce qu'il pense de l'idée qui a été poussée du double dividende. Est-ce qu'il y croit, est-ce qu'il n'y croit pas? Enfin, croire, c'est pas forcément le bon mot, mais quelle est son analyse de cette idée? Mireille, tout d'abord. Juste un mot qui va peut-être vous décevoir un petit peu. Nous sommes en réalité totalement d'accord. Nous sommes totalement d'accord puisque c'est quelque chose d'ailleurs que j'avais écrit dans un article l'année dernière dans la revue de l'OFCE qui s'appelait La fiscalité environnementale en France peut-elle devenir réellement écologique, où j'opposais justement le fait que l'objectif d'une fiscalité écologique d'un point de vue environnemental, c'est d'être incitatif, et que la fiscalité environnementale en France, c'est-à-dire ce qu'on compte comme fiscalité environnementale, c'est un ensemble de taxes qui ont été mises en place essentiellement pour des impératifs de rendement. Donc nous sommes totalement d'accord. Merci beaucoup. Guillaume, est-ce que vous croyez au double dividende? Il faut animer un peu le débat et susciter des désaccords quand il n'y en a pas. Alors le double dividende, moi je me suis longtemps interrogé sur le double dividende parce que quand on vous parle de double dividende, il faut savoir quel est le premier et quel est le second. Et il faut savoir quel est celui auquel vous accordez le plus d'importance. Quand on parle de fiscalité écologique, on parle d'abord de fiscalité écologique. Donc, le premier dividende, c'est le dividende environnemental. Alors, ce dividende environnemental, est-ce qu'on le veut sous forme de rentrée d'argent ou est-ce qu'on le veut sous forme d'incitation? Si on le veut sous forme d'incitation, il faut un type de fiscalité, des taux très élevés, sur des assiettes étroites, très précisément définies, et avec, si possible, des substituts. Si on veut une fiscalité de rendement, il faut des taux très bas, sur des assiettes très larges, et si possible, pas de substituts. Donc, à première vue, c'est un peu incompatible, mais on peut néanmoins trouver un équilibre entre des taxes incitatives et qui rapportent quand même, ne serait-ce que parce qu'il y a des problèmes environnementaux nouveaux qui surgissent constamment et que donc il y a de nouvelles assiettes et que par exemple on ne va pas empêcher les gens de rouler du jour au lendemain. Donc il y a un effet incitatif mais il y a un effet de rendement également. Au-delà de ces précautions, j'y crois plutôt, oui, et on a quelques exemples. En fait, pour le résumer d'une formule simple, que voulons-nous moins? Nous voulons moins de pollution et d'effets de serre, donc il faut taxer ça davantage. Et que voulons-nous plus? Nous voulons plus de travail, donc il faut taxer le travail moins. Merci beaucoup. Des questions, des réactions, des contributions, des désaccords? On est là pour débattre. Jean-Luc? Oui, merci. Juste 2 ou 3 questions à la fois simples et compliquées. La première, vous n'évoquez pas l'enjeu de compétition internationale. Et la nécessité quand même qu'il y ait un minimum d'accord entre les pays. Guillaume Sainteny évoquait tout à l'heure, je crois, la problématique de la taxe sur les carburants aéronautiques. Si elle est nulle, c'est que simplement, on sait que si on taxe en France, les compagnies aériennes iront s'alimenter hors de notre territoire. Donc, tous les experts sont d'accord sur la nécessité d'avoir un prix du carbone, mais personne n'arrive à se mettre d'accord à la fois sur son niveau et sur la façon de le mettre en place au niveau international. La deuxième interrogation, pour que les entreprises s'engagent dans la durée à transformer leur mode de fonctionnement, leur mode de production, encore faut-il qu'elles aient confiance. J'allais dire confiance dans les engagements de la puissance publique et dans la stabilité du cadre. Comment peut-on avoir confiance, je prends le cas français, mais enfin, comment peut-on avoir confiance
dès lors que les contraintes budgétaires de l'État français sont ce qu'elles sont, et que les engagements qui sont pris aujourd'hui peuvent être remis en cause dans 3 ans par un autre gouvernement qui sera confronté à d'autres difficultés budgétaires. Les taux d'intérêt vont commencer à augmenter aux États-Unis à partir de ce soir. Ça va sans doute arriver chez nous. Dans 3-4 ans, si l'État français a des problèmes de solvabilité, est-ce que les engagements qu'il a pris sur la fiscalité tiendront toujours ? Bon, et puis on a parlé de bon, mais là, je ne vais pas trop insister parce que Guillaume Sentier en a beaucoup parlé sur la, excusez-moi, j'ai pas oublié, la dimension antisociale de la taxation. Les outils qu'on utilise en France sont quand même très très imparfaits. Je crois que c'est la Cour des comptes qui vient de rendre un rapport sur l'efficacité du crédit, je sais pas comment on l'appelle, développement durable, transition énergétique. Depuis qu'il a été mis en place, on a dépensé pas loin de 15 milliards d'euros pour un effet quasi nul. C'est-à-dire que l'avantage fiscal, en fait, a été capté par les artisans du bâtiment qui ont augmenté leurs tarifs et le niveau de conseil est déplorable. Voilà. Donc, c'est désespérant le paysage que nous a décrit Guillaume Sentier, une fiscalité complexe, inefficace. Par quel bout il faudrait prendre le sujet? Qui répond? Guillaume, Mireille? Alors, sur l'aspect compétitivité, vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort, il serait nécessaire d'arriver à des accords entre pays. Maintenant, c'est un problème de négociation internationale, c'est un problème de crédibilité de l'engagement de certains pays. Je pense que l'accord cadre qui a été trouvé au moment de la COP21 est une première étape. En fait, il ne s'est rien passé sur le prix du carbone, puisque le terme n'a même pas été mentionné dans l'accord, mais au moins les pays sont venus à la même table et ont accepté de discuter de l'ensemble de ces problèmes en proposant chacun des solutions totalement dépareillées. Mais par exemple, on a pu constater que la Chine considérait maintenant le problème de la pollution et des émissions de dioxyde de carbone comme un problème important. Ce qui n'était pas le cas précédemment. Maintenant, là, c'est vraiment un problème de négociation internationale. Alors, de la même façon, ce que vous dites sur le problème de l'engagement dans la durée des entreprises et de la crédibilité à long terme des gouvernements, là je ne sais pas très bien ce que, en tant qu'économiste, je peux avoir à dire sur le sujet, dans la mesure où les gouvernements changent, les promesses qui sont faites en période de campagne ne sont pas forcément significatives des politiques qui sont suivies ensuite, et où chacun s'attache à détricoter plus ou moins. Alors j'ai l'impression qu'il y a des pistes qui ont quand même été suivies. C'est pas gravé dans le marbre, mais par exemple, il y a une trajectoire pour une trajectoire de long terme pour la contribution climat-énergie dans la TICPE. Il est prévu que cette contribution climat-énergie atteigne 100 € en 2050, 100 € la tonne. C'est ce qui est prévu. Actuellement, la trajectoire telle qu'elle a été prévue depuis le début est suivi, mais nous sommes dans le même gouvernement. Sous le même gouvernement, maintenant, je ne sais pas ce qui se passera plus tard. Par exemple, les prix du pétrole commencent à réaugmenter. Ma crainte a toujours été, au moment où cette contribution a été mise en place, qu'un gouvernement suivant, enfin, ou tout simplement un projet de loi finance, prévoit de réduire cette composante pour atténuer l'effet sur le pouvoir d'achat des ménages de la hausse des prix du prix du pétrole. Ce serait une catastrophe. Enfin, il vaut bien mieux maintenir ces prix et avoir d'autres actions sur le pouvoir d'achat des ménages. Maintenant, sur votre troisième question, donc la dimension antisociale et l'inefficacité d'un certain nombre de mesures. Alors,
Je suis d'accord avec ce qu'a dit Guillaume Saint-Denis sur le fait que la fiscalité écologique, si on tient compte, enfin la politique environnementale de façon générale, si on tient compte des dommages qui sont subis, n'est fondamentalement pas antisociale dans la mesure où les inégalités écologiques sont très importantes. Sur certains types de fiscalité, il peut y avoir des inégalités qui seraient éventuellement approfondies, des inégalités de revenus ou de pouvoir d'achat qui seraient éventuellement augmentées par la fiscalité écologique, mais on sait faire. Il est possible de compenser ces effets. Maintenant, l'inefficacité des mesures qui ont pu être prises, ça c'est un vrai problème. C'est un vrai problème de captation, de captation par un certain nombre d'acteurs économiques des aides qui peuvent être. C'est plus souvent d'ailleurs le problème des aides que le problème de la fiscalité. Et du coup, d'ailleurs, enfin, les économistes dans les cours de base ont tendance à défendre la fiscalité comme étant l'instrument qui est finalement le moins manipulable, le moins sujet à capture par des acteurs économiques particuliers. Voilà. Oui, alors pour commencer par le second point que vous avez abordé, le problème de la confiance, stabilité fiscale, etc. Je vous suis tout à fait. Sauf que ça n'est pas du tout propre à la fiscalité environnementale. Malheureusement, nous sommes un pays où les choses changent énormément et la règle fiscale tout le temps. Donc il faudrait en effet qu'il y ait une stabilité plus importante. Et en même temps, c'est compliqué parce que dans une matière comme l'écofiscalité, il faut avoir une certaine adaptation des taux en fonction de ce qu'on découvre sur, par exemple, les connaissances sur le caractère cancérigène des particules fines n'étaient pas les mêmes il y a 15 ans qu'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, ce sont des cancérigènes prouvés. Il y a 5 ans, c'était des cancérigènes probables. Et avant, il y avait une incertitude. Bon, donc il est évident qu'à ce moment-là, les normes ou la fiscalité doivent tenir compte des progrès de la recherche. Alors, moi, je suis malheureusement un peu moins optimiste que Mireille Chiroleux-Assouline sur la contribution climat-énergie. Je suis tout à fait favorable à ce mécanisme et à ce principe parce que c'est celui que j'avais préconisé quand il y a eu l'échec de la taxe carbone de 2010, si ma mémoire est bonne. Le seul problème, c'est qu'évidemment, il était moins visible politiquement, donc s'il réussit... Pour un homme politique, c'est moins intéressant de dire « j'ai réussi à faire la taxe carbone qui n'est pas présentée comme ça ». Pourquoi ça marche bien? Ça marche bien en ce moment parce qu'on est dans une période de prix du pétrole bas, voire jusqu'à il y a peu de temps déclinant. Donc en fait, l'automobiliste ne se rend pas compte que ça augmente depuis 2014. Bon. Quand les prix du pétrole vont remonter, on va se retrouver dans une situation qu'on a déjà connue, où il y a un certain nombre de gens qui ne vont pas pouvoir suivre, des ménages qui habitent en périphérie et qui font 60 km tous les jours pour aller travailler, qui ont 2 véhicules, dont un pour déposer les enfants et pour la femme qui va travailler et l'autre pour l'homme qui va travailler dans l'autre coin, ça ne va plus être possible, ils vont devoir se relocaliser, etc. Et je suis absolument convaincu que le gouvernement, de quelque tendance qu'il soit, va dire on fait la pause, comme ça avait été fait sous le gouvernement Jospin qui avait déjà essayé de remonter la taxation gazole pour les poids lourds, si ma mémoire est bonne, et comme ça a déjà été fait sous... Bon, voilà. Malheureusement, voilà. Alors pour l'instant ça marche bien, il y a une bonne conjoncture. Sur votre premier point, oui, il faut tenir compte de l'international. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a souvent un tarif différent, par exemple pour l'électricité entre les ménages et les entreprises, voire même des tarifs différents pour les entreprises exposées. Moi, je pense que l'Union européenne n'est même pas un cadre suffisant, qu'il faut aller au-delà. Mais vous avez un certain nombre de gens, par exemple, qui défendent un certain type de fiscalité écologique pour cette raison-là. Par exemple, Arnaud Montebourg se fait le défenseur de la taxe extérieure carbone au niveau européen, donc pour se protéger comme un moyen de protection contre les importations, notamment chinoises,
tout ce qui est fabriqué en Chine a un contenu carbone très important puisqu'ils ont un mix électrique qui est très carboné. Je suis un peu moins laudateur que Mireille Chiroleux-Assouline sur l'accord de Paris, et notamment sur cet aspect-là, puisque dans l'accord de Paris, il n'y a strictement rien sur les subventions aux énergies fossiles. Rien, ça n'est pas mentionné, ça n'existe pas. Alors que c'était dans le protocole de Kyoto. Donc de ce point de vue-là, c'est un recul. Rien, zéro. Et alors sur votre dernier point, bah oui, on a plein de mécanismes fiscaux qui ne marchent pas bien. Il y en a plein d'autres. Hein. Le CIDD, ils sont presque tous captés. Quand vous prenez par exemple le bonus-malus ou la prime à la casse, bah, on voit aussi, il y a des études assez précises qui ont été faites là-dessus en France, en Allemagne, aux États-Unis, qui montrent qu'une grande partie a été captée par les revendeurs automobiles, etc. Et qu'en plus, leur bénéfice environnemental est moyen parce qu'ils ont probablement accru le parc, même s'ils l'ont accru par des véhicules davantage neufs, donc émettant moins, mais ils ont surtout en France, par exemple, accru la dieselisation. Alors que les critères qui avaient été retenus en Allemagne étaient différents et ont permis de réduire les NOx. Mais je vous prends quand même un exemple pour ne pas être trop pessimiste. Je crois d'ailleurs que Delphine le cite dans la note qu'elle a faite. J'avais un exemple dont je m'étais occupé dans la loi de finances pour 2007, si ma mémoire est bonne, qui était l'exemple de la TGAP sur les lessives. On avait à l'époque une séparation entre la teneur de phosphate, de lessive en phosphate, qui était de 0 à 5, de 5 à 30 et de 30. En 2006, la taxation était de 71 € pour 0 à 5, 79 pour 5 à 30 et 87 pour plus de 30. Mes collaborateurs m'ont présenté un projet qui était un projet d'actualisation, qui était le suivant. On passait de 71 à 80 pour 0 à 5, de 79 à 88 pour 5 à 30, et de 87 à 97 pour plus de 30. Bon, qui consistait en gros à actualiser en fonction de l'inflation, etc., parce que ça n'avait pas été revu depuis longtemps. Moi, j'aurais dit, écoutez, ça me paraît pas très intéressant, on différencie pas beaucoup, et il faut essayer autre chose. Tout le monde m'a dit, ça marchera jamais, Bercy n'acceptera jamais, etc. Bon. On est quand même allé à l'arbitrage avec ça. La direction de l'eau m'a dit, ça marchera pas, ça n'aura aucun impact, etc. On a obtenu finalement, dans la loi de finances rectificative pour 2006, le passage suivant. De 0 à 5, on était à 71, on m'avait proposé 80, on a obtenu 39. Donc on a beaucoup baissé. De 5 à 30, on était à 79, on m'avait proposé 88, on a obtenu 168, donc le double. Plus de 30, on était à 87, on m'avait proposé 97, on est passé à 280. Bon. Ça a été voté, ça a été adopté, et il y a eu un effet immédiat dès l'année d'après. Merci beaucoup, Guillaume. Ça peut marcher. Un grand merci. Il y a d'autres questions que je vois. Si je peux me permettre, l'auditeur que je suis n'avait pas entendu Mireille Chiroleux faire l'éloge économique de l'accord de Paris. J'avais cru entendre le côté, justement, il n'y a pas de prix du carbone, il y a des engagements pays qui sont hétérogènes sur des bases pas très comparables, ça, donc tout ça d'un point de vue économique, bon, voilà. Après ça, effectivement, j'ai entendu qu'il y avait le mérite de s'être mis autour de la table avec un objectif. Mirko ? Oui, merci. Et là, c'est parfait. Je suis en accord avec pas mal de choses qui ont été dites et en désaccord avec d'autres. Et je vais être peut-être un petit peu abrupt, mais je suis étonné de cette préférence pour la fiscalité pour régler un problème qui est absolument majeur, effectivement, dont on a tous conscience maintenant. Et je pense que ce n'est pas la bonne voie. Et ceci pour plusieurs raisons. La première, c'est que je crois qu'on ne peut pas évacuer. Bon, je crois qu'on ne peut pas confondre fiscalité comportementale et rendement fiscal. Je crois que c'est deux notions qui sont incompatibles. Si on veut une fiscalité incitative, une fiscalité comportementale qui modifie les comportements, il faut abandonner l'idée, si on veut que ça soit réellement une fiscalité qui modifie les comportements, il faut abandonner l'idée que ça va donner un rendement fiscal. Et on a eu cet exemple un petit peu avec le bonus-malus des voitures,
puisque ce qui était conçu au départ, c'était que finalement une taxe sur les véhicules polluants qui finance un bonus pour les véhicules moins polluants. Et le système a explosé très rapidement puisque ça a été réellement une fiscalité incitative et que le coût du remboursement de ce bonus écologique était beaucoup plus fort que la pénalité qui était imposée aux véhicules polluants. Et ça, donc ça a marché. Ça a marché puisque les gens se sont dirigés plus facilement vers les véhicules non polluants. Et donc c'est pourquoi, et d'ailleurs on a travaillé dans cette maison sur ce sujet il y a de nombreuses années, Jean-Luc s'en souvient, et c'était Bernard Hirion qui, pour nos élus, pilotait ce groupe de travail. Et on avait conclu que le double dividende n'était pas quelque chose de réaliste. C'est-à-dire que si on voulait que ça soit réellement efficace, il fallait s'attendre à une perte de recettes. Et donc ça c'est le premier aspect. Si on veut que ça soit vraiment incitatif, eh bien il faut abandonner l'idée du rendement. Deuxièmement, je reviens sur ce qu'a dit Jean-Luc tout à l'heure sur l'aspect international. Alors le risque qu'on a, c'est que si on prend une fiscalité en interne ici, parce qu'on parle de la fiscalité française, si on parle de la fiscalité française, eh bien cette fiscalité elle ne sera prise que chez nous. On voit les difficultés qu'il y a à harmoniser la fiscalité au plan européen. Qui nécessite l'unanimité. Serons-nous encore, nous, les bons élèves qui allons taxer essentiellement nos entreprises et dans l'attente d'une taxation européenne totalement illusoire, voire mondiale, alors là, encore plus fantomatique. Et ça m'amène à un mot que vous avez cité, M. Santny, qui je crois est très important, et c'était une conclusion du groupe de travail qu'on avait fait ici il y a quelques années, c'est que peut-être que la réglementation est un élément plus fort. C'est-à-dire qu'on arrivera à l'objectif de la réduction des émissions polluantes, etc., plus par la réglementation que par la fiscalité. Et c'est peut-être plus vertueux au plan économique, parce que ça se retrouve dans le prix des produits. Ça permet finalement d'impacter l'extérieur. C'est-à-dire que si vous dites qu'un avion ne peut pas atterrir si il pollue tant, eh bien il n'atterrira pas et les compagnies qui n'ont pas les avions voilà, pourra pas les faire atterrir ici, ce qui est quand même un problème. Alors que si on fait une taxe sur les carburants en France, évidemment, nous serons les seuls à la faire. Et je crois que et je vous remercie, j'en termine en disant simplement qu'il me semble que la réglementation permettrait vraisemblablement d'arriver plus facilement et dans des conditions internationales supérieures à l'objectif qui est recherché. Je vous remercie. Merci beaucoup. Beaucoup de questions. Avant de passer à nouveau la parole aux spécialistes, si vous autorisez l'économiste généraliste que je suis et non spécialiste de la fiscalité, j'aimerais réagir sur une question ou compléter la question sur un point. Sur la question de l'incompatibilité d'un impôt de rendement et d'un impôt incitatif. Totalement. Je pense que nous sommes totalement d'accord. C'est juste techniquement incompatible. Et du même coup, dans nos échanges, et là je lance l'idée pour le débat, pas par l'affirmation, dans nos échanges notamment avec Delphine dans l'équipe, on s'est dit, est-ce qu'en fait on n'a pas la possibilité d'un triple dividende? Pourquoi? À l'instant T, on baisse la fiscalité, pardon, on monte la fiscalité sur l'écologie, sur une question environnementale, d'accord, avec une efficacité incitative, d'accord. Un pour un, on baisse la fiscalité, par exemple, sur le travail, afin de ne pas augmenter les charges. Mais si notre fiscalité environnementale est vraiment incitative, sa base va s'éroder. Ce qui veut dire qu'à moyen terme, le niveau général des prélèvements obligatoires va baisser. Si on part du principe ou de l'hypothèse éminemment débattable, évidemment, qu'il serait souhaitable de baisser le niveau général des prélèvements obligatoires, on pourrait précisément, grâce à cette caractéristique évoquée d'incompatibilité du rendement et de l'incitation, avoir un troisième dividende qui serait, sur le moyen terme, pas en instantané, une baisse générale du niveau des prélèvements obligatoires, ce qui, selon beaucoup, serait un objectif souhaitable. Et à court terme, le double dividende, quand même, je joue mon poil à gratter, semble avoir pas si mal fonctionné que ça en Suède. Maintenant, je laisse la parole aux spécialistes. J'avais juste une petite remarque pour
rejoindre en partie le propos de Mirko. Alors, effectivement, dans certains cas de figure, comme par exemple, on a en mémoire la taxe locale sur la publicité extérieure, sur les enseignes, lumineuses ou non, en fonction de la taille, etc., qui est une usine à gaz pour les entreprises concernées, et dont les applications varient selon les communes. Et quand on est un groupe comme Renault, avec je ne sais combien d'établissements en France et dans je ne sais combien de communes, ça devient compliqué. Donc effectivement, là, au départ, c'était de dire cette taxe-là, c'est pour lutter contre la pollution visuelle. Donc on va dire qu'il y a une sorte d'objectif environnemental. C'est vrai que là, on peut s'interroger sur l'efficacité d'une telle taxe et que finalement, une réglementation aurait peut-être été plus efficace. Voilà. Donc à mon avis, on n'a pas dit que l'outil fiscal environnemental était le seul outil pour justement les questions environnementales. Mais il en est un. Voilà. Juste, alors, sur l'argument du double dividende, le fait qu'il ne soit pas réaliste, je pense que c'est pas comme ça que j'aurais formulé les choses. Le point essentiel, me semble-t-il, c'est, vous avez raison, la fiscalité écologique, sa raison d'être, c'est d'être incitative. Ce n'est pas le rendement. Maintenant, elle procure un rendement. C'est un bénéfice accessoire. Et ce rendement-là peut être réutilisé. Et cette réutilisation peut permettre soit au minimum de diminuer le coût macroéconomique de la politique, c'est-à-dire de réduire le coût pour l'économie. Et si c'est bien fait, si c'est dans un pays comme le nôtre où nous avons de très fortes distorsions fiscales, en réduisant certaines taxes, on peut éventuellement obtenir une augmentation du bien-être économique par la croissance et l'emploi. Mais c'est un argument accessoire. C'est un argument accessoire. Ce n'est pas l'argument essentiel et ça ne doit pas être le point de départ, en effet. Parce qu'il y a toujours un arbitrage, c'est celui qui a été décrit par Guillaume tout à l'heure. Il y a toujours un arbitrage, effectivement. Plus on cherchera à avoir une fiscalité écologique efficace, il faudra qu'elle soit incitative, et plus c'est incompatible avec son rendement. Ça, c'est cet arbitrage-là, il existe toujours. Mais même avec des recettes qui seraient éventuellement faibles, et plus faibles qu'avec un autre type de fiscalité, si on atteint les bonnes assiettes fiscales en réduisant les taux qui s'y appliquent, on pourrait quand même obtenir ce double dividende. Je suis d'accord, c'est juste un argument supplémentaire par rapport à l'argument écologique. Maintenant, sur la préférence pour la fiscalité. Alors, il y a de multiples raisons de préférer la fiscalité à d'autres instruments. Tout d'abord, la réglementation n'est pas sans coût pour les entreprises. La réglementation a un coût implicite parce que il faut se conformer à cette réglementation, il faut réduire les émissions pour atteindre ce niveau de réglementation. Donc, il y a bien un coût. Ce coût n'est pas forcément celui de la fiscalité, on est d'accord. Il y a un risque de blocage technologique. Si la réglementation est fondée sur des technologies existantes, on court le risque que la technologie en reste à ces technologies existantes. Il y a une propriété très claire d'inefficacité économique, c'est-à-dire que les entreprises vont subir ce coût de la réglementation de la même façon, et donc elles vont toutes, même si elles ont des coûts de réduction de leurs émissions qui sont différents, elles vont toutes se retrouver à devoir opérer la même réduction, ou atteindre le même niveau d'émission, mais à des coûts qui seront très différents. Alors que lorsque c'est un instrument de marché qui est appliqué, le coût marginal, donc le coût de la dernière unité de pollution évitée, est le même pour toutes les entreprises. Et ceci permet de minimiser le coût macroéconomique de la mesure. C'est une raison très importante pour les économistes de préférer la fiscalité. Maintenant, en ce qui concerne la réglementation, il y a dans certains domaines, par exemple, je pense aux limitations des taux d'émission de polluants atmosphériques sur les automobiles. Le fait de les réduire par la réglementation permet que chacune de ces automobiles devienne moins polluante, mais si vous avez des effets rebonds, des effets rebonds de la consommation, vous n'atteindrez pas votre objectif. Et donc, il y a finalement des quantités de raisons de préférer la fiscalité. Les débats sont ouverts. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Monsieur?
Bonjour Jean-Philippe Pied, journaliste à Green Univers. J'ai une question extrêmement simple, c'est quelles sont selon vous, peut-être Monsieur Sainteny, les trois priorités d'une réforme énergétique sur la fiscalité de l'énergie? Qu'est-ce qu'il faut faire en tout premier lieu selon vous? Merci. Tout premier lieu, alors ça dépend si votre critère c'est les réformes d'importance ou les réformes qui sont les plus faciles à faire, parce que il y a des réformes qui sont très difficiles à faire et en général ce sont celles devant lesquelles les gouvernements reculent, quels qu'ils soient. Donc je vous dirais au hasard comme ça, bon d'abord il y a une chose qui moi me frappe beaucoup et qui concerne beaucoup les entreprises, c'est le versement transport. Je trouve totalement anormal que le versement transport soit assis sur les salaires. Ça contribue à accroître les charges sociales. En même temps, c'est pas très simple de trouver une solution de substitution parce que il est clair que les entreprises doivent contribuer au financement des transports collectifs puisqu'elles en bénéficient pour leurs salariés, leurs employés, etc. Alors, doivent-elles en bénéficier, y contribuer à proportion de ce dont elles en bénéficient? Ou bien, au contraire, une chose vertueuse, ça serait l'inverse. Ça serait de les faire contribuer à proportion du nombre de véhicules de société qu'elles ont, par exemple. Vous voyez? Donc, vous voyez à quel point c'est compliqué. Donc, je n'ai pas la solution. La seule chose que je sens intuitivement, c'est que vraiment, c'est une assiette anormale, qui n'est pas du tout dans le sens de ce qu'il faudrait faire. Et qui, d'ailleurs, contribue à renchérir les coûts des entreprises implantées en Île-de-France, par exemple, qui sont déjà plus coûteuses que d'autres par rapport à celles qui sont implantées en province. Deuxièmement, je pense qu'il y a une chose qui ne va toujours pas, si vous voulez, si on parle du carbone, puisque je crois que c'est ce qui vous intéresse, dans votre question, en tout cas c'est ce que je sens, c'est qu'on a aujourd'hui, je peux vous citer un ou deux chiffres, si je les retrouve, on a aujourd'hui un carbone, un CO2 qui est taxé de façon totalement différente selon les produits. Si on rapporte la fiscalité existante sur les différents produits, au contenu CO2, on a une taxe sur le CO2 qui est de 260 € sur le super, de 181 sur le gazole. Donc, contrairement à ce qu'on dit, le gazole est très taxé. Simplement, il l'est moins que le super, mais il l'est plus que tous les autres produits. De 0 sur les kérosènes. De 44 sur les GPL carburants. De 15 sur les fuels lourds. Alors, les fuels lourds, là, pour le coup, c'est un vrai poison sur le plan de la pollution atmosphérique. De 12 sur le gaz naturel combustible, de 29 sur le fuel domestique et de 14 sur le charbon. Donc, si on voulait taxer de manière équivalente le CO2, ce qui me semble être quand même le but poursuivi, une des premières choses à faire, c'est ça. Et dans tout ce débat sur la taxe carbone tel qu'il a été abordé depuis longtemps, moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est qu'on ne parle que de taxe carbone sans parler de taxes différentielles. Et en fait, le carbone est déjà taxé, parce qu'en fait, ce que je viens de vous citer là, c'est si on prend en compte simplement le CO2, c'est-à-dire on estime qu'il n'y a pas d'autres externalités. Mais en fait, il y a d'autres externalités, bien sûr. Mais dans certains cas, par exemple, le trafic interurbain, qui est très fiscalisé, puisque le transport routier paye beaucoup plus de taxes par automobile d'une manière générale, dans tous les pays européens, on taxe beaucoup plus les carburants que les combustibles. Dans certains cas, les coûts externes sont déjà payés. Dans d'autres cas, par exemple en transport intra-urbain, clairement ils ne le sont pas, mais ils ne le sont pas essentiellement du fait de la pollution de l'air, beaucoup plus que du CO2. Donc, voilà, si vous voulez, il y a en tout cas un minimum d'harmonisation à faire qui n'est pas fait pour des raisons à partie sociale. C'est d'ailleurs la directive européenne sur les assises accepte tout à fait ce distinguo entre combustibles et on a beaucoup plus besoin des combustibles pour se chauffer, alors qu'on peut éventuellement se passer de voiture. Mais malgré ça, entre combustible et carburant, il y a quelque chose je pense, à faire. Et puis, voilà, je verrai ça. Je pense que les réformes dans le domaine de la fiscalité de l'énergie sont très difficiles, mais je verrai déjà ça. Merci beaucoup. Une dernière question. Vous avez un micro sur la table. Je suis transporteur à Aubervilliers. Je voulais juste vous demander, le gouvernement nous propose de réduire l'amortissement accéléré pour les camions au gaz au 1er avril. Est-ce que c'est une bonne mesure ou est-ce que vous pensez que cette mesure doit être prolongée ?
Pardon. Il propose de le réduire. J'ai pas vu cette mesure. Au gaz naturel combustible. Ça me paraît une mauvaise mesure. Mais j'ai pas vu cette proposition. Non, je sais pas, vous êtes au courant? J'ai vu, me semble-t-il, que la ministre avait répondu que par conséquent, ça constitue une incitation très forte à tout de suite, avant le 1er avril, acheter de nouveaux camions. Donc c'est comme ça que j'ai eu connaissance de cette mesure. Effectivement, ça paraît. Alors là, je dois dire, vous rentrez dans un détail que je ne connais pas. Je ne sais pas depuis quand existait cette mesure. Hein. Je pense que la bonne façon de mettre en place une telle mesure et ensuite de la supprimer, c'est de la mettre en place pour un temps déterminé. En annonçant telle mesure sera effective pendant 3 ans et elle sera ensuite. Et je sais pas, là, je ne sais pas ce qui a été fait. Donc, Donc le type de la nécessité de réfléchir avant de mettre en place ce type de mesure. S'il n'y a pas d'autres questions qui s'imposent, nous avons atteint l'heure de terminer ces débats. Un grand merci. Je pense que nous avons réussi à échanger, à réfléchir ensemble. Et évidemment, un très grand merci à Guillaume Sainteny et Mireille Chiroleux pour leur contribution extrêmement intéressante, productive et qui nous a permis d'avancer dans ces débats.